Téléspectateurs de Télévision Pacifique, bienvenue dans À Travers. À Travers, c'est une production de Technogroup Communication SA qui présente une personnalité dans toutes ses dimensions. Chaque semaine, on vous aide à découvrir quelqu'un de la société ou un ressortissant étranger qui a réussi dans sa carrière et contribué d'une façon ou d'une autre au développement de la culture, de l'économie ou de la politique en Haïti. Aujourd'hui, notre invité, c'est l'ambassadeur américain en Haïti, Peter F. Mulroon. Monsieur Mulroon, bienvenue à l'émission À Travers et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci à vous, Avenid. Ça fait plaisir d'être avec vous et avec vos téléspectateurs. Et je prends l'occasion de féliciter vous et l'équipe et la maison ici parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire du journal, le National. Alors c'est une grande journée pour vous. Félicitations. Merci, monsieur l'ambassadeur. On sait que vous êtes un diplomate de carrière, mais avant d'en parler, pouvez-vous nous dire un peu de votre enfance, fils d'une famille riche, moyenne, qui a fréquenté les meilleures écoles? Dites-nous. Non, je suis d'une famille de la classe moyenne. En fait, mon père était des origines très modestes, mais qui a travaillé pendant toute sa vie. Et on vivait bien, mais on était loin d'être riche. Par contre, c'est vrai que moi et mes sœurs, nous sommes allés à de bonnes écoles parce que mes parents insistaient beaucoup sur l'éducation. Alors c'est comme ça qu'on est tous arrivés à avoir une éducation très élevée. Vous êtes d'une famille de combien d'enfants? 4 enfants, 3 sœurs et moi. Vous êtes l'aîné? Non, je suis le petit. Ah, le petit garçon. Oui, voilà. Voilà. Dites-nous quel genre d'élève vous étiez, turbulent, cool ou très studieux, monsieur l'ambassadeur? C'est pas à moi de me décrire comme cool, mais je dirais plutôt que j'étais ni turbulent ni hyper studieux. Ok. Vous aviez choisi votre filière professionnelle depuis les petites classes ou c'est à la fin de vos études classiques? Quelqu'un vous avait aidé dans ce choix? C'était plutôt... Ma filière professionnelle, c'est venu après. Ce qui m'a poussé dans cette direction, c'était plutôt que j'étais toujours fasciné par le voyage des cultures différentes, etc. Alors, quand je suis allé à l'université, j'ai commencé avec sciences politiques, mais après, je me suis spécialisé dans les relations internationales. Puis, c'était par le pratique. J'ai rencontré ma femme au Maroc. En fait, on était tous les deux enseignants dans un lycée et on a fait plusieurs pays en tant qu'enseignants. Et finalement, j'ai décidé de passer le concours pour le service diplomatique. Ok, mais décrivez-nous un peu votre adolescence. Oh. J'avais une adolescence très heureuse. C'était intéressant pour l'époque parce que moi, mon adolescence, c'était plutôt les années 70. Alors, après, j'ai vécu comme tout petit les années 60, qui étaient un peu turbulents au niveau de la libération sociale, mais aussi la guerre de Vietnam. Alors que pour moi, arrivé à l'adolescence, c'était moins turbulent. On a profité, si vous voulez, des libertés sociales qui avaient été déclenchées par nos prédécesseurs, mais il n'y avait pas cette tension de la guerre. Alors c'était plutôt une période heureuse. Et comment les jeunes voyaient la vie à l'époque? Les loisirs, c'était quoi? Pour moi, personnellement, les loisirs étaient tout d'abord la musique. J'étais chanteur assez sérieux, classique, et un peu de piano, mais le sport aussi. J'ai fait beaucoup de sport au lycée et un peu à l'université aussi. Mais c'était, comme je vous l'avais dit, c'était une période où on était assez apaisé. C'était un bon moment pour prendre le temps de vivre. Vous jouez toujours au piano? Je joue à la maison tout seul au piano, mais oui, c'est toujours une distraction pour moi. Voilà. Vous trouvez la différence assez profonde entre le jeune que vous étiez et celui d'aujourd'hui? J'ai 2 filles de 25 et 21 ans et je les regarde
Et on peut comparer avec mon adolescence et je trouve que c'est plus difficile pour elle. Pour nous, je pense que non seulement est-ce qu'on avait un peu le loisir de faire beaucoup de choses, mais il y avait moins de pression. J'ai l'impression que les jeunes maintenant, il y a moins d'emplois, il faut avoir plus de qualifications pour trouver les emplois. Il y a beaucoup plus de pression. En plus, il y a la technologie. Là, nous, c'était avant la révolution informatique, ce qui était mauvais d'un côté parce qu'on avait accès à moins d'informations, mais on avait le temps de soupirer et de vraiment réfléchir et de vivre le présent. On sait que vous étiez professeur au Japon et en Chine, transition élève-professeur. On va en parler tout de suite après la pause. Très bien. Chers téléspectateurs, le moment est arrivé d'observer une première pause à l'émission. Toute l'équipe vous revient après la pause. Campé, Bichard. Oh, à pas casser business là, tête ou pas bien? No blood. Là, on s'en sait quoi comprendre. Avec nouveau plan Exchange 150 comme non, mon a changé compagnie. Qui sont dit la Bichard? Plan Exchange comme ça. C'est un coup la man. Plan à volonté. C'est la CIA. Mes amis, gardons comme. Guide 3 options. Vous pouvez payer 6 gouttes, soit 9 gouttes par jour. Pour ça, vous pouvez payer 25 gouttes pour 3 jours, mamie blood. Avec 9 gouttes sur téléphone, Natcom a multiplié par 30, monté sur Internet, en puis Natcom net alcoolé. Même ça, tout. Il va là pour 25 gouttes là, tout. Natcom a multiplié par 60 pour parler Natcom, avec un pile Internet sur téléphone. Bichard, nous avons fait 60 ça. La vie m'a 60 fois plus belle avec Natcom, oui. Pour plus d'informations, fait. Étoile 105 Piège. Le piège. Eh bien, après, switch, hein. On me fait des coups de classe. Ah oui. Natcom, the future is now. Let's go! Si on acheter fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxeur demande ou pas qui plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto pour les motos. Motoboxeur. Cascadeur pour les motos. Motoboxeur. Chauffeur taxi gère les motos. Motoboxeur disponible dans 3 magasins ça. Bajaj 20, route de l'aéroport, 21, rue Lamar, Pétionville, et puis Plaza, Delima, Dikini. Tout fanatique Tony Mix, ou pas veut faire corvée, achetez! Boom boom boxer. Sexy, nous prenons bien vu et bonheur. Sexy, apportez jeune chevalet avec. Oh, t'es quoi me tout ça? Pour bagaille! L'autre chou c'est elle, l'homme dans Wallace! Il y a toute dernière technologie. Ou ka connecter USB, iPod, iPhone. Il y a Bluetooth, elle a radio, touchscreen. Il court soit même sur route qui passe stable parce qu'il y a une suspension renforcée. Il y a une transmission automatique 6 vitesses avec le turbo tête charge. Montez ça, regardez, toute route plate, toute tête moine. C'est bon. Yo, sexy, soit dit pour Chevrolet Colorado. Allez, va. Chevrolet quand même. Chevrolet Colorado, il solide pour wash. Ma principale source d'énergie, c'est le bois, le charbon, et nous ne replantons pas suffisamment d'arbres. Je vous dis, on fait face à ce problème-là et on résout en tant qu'Haïtien. À travers le combi de reboisement, nous pouvons devenir un agent motivateur. Le concours est excellent parce que ça récompense les organisations locales. C'est vraiment de voir qu'est-ce qui marche.
si on se met ensemble avec d'autres PME, l'impact serait très puissant. La Fondation Sogebank soutient le concours Combit Reboisement, Total Haïti, c'est notre devoir. Prenez part au Combit Reboisement et ajoutez le parrainage de votre entreprise à celui des commanditaires actuels. 49 28 77 53. Spectateurs, téléspectatrices sont de retour après la pause. On vous rappelle qu'à l'émission À Travers, aujourd'hui, nous recevons l'ambassadeur américain en Haïti, Peter F. Mulroney. Monsieur l'ambassadeur de l'Amérique à l'Asie, vous faites une grande traversée pour aller enseigner l'anglais là-bas. Expliquez-nous cette expérience. On avait été fascinés surtout par la Chine. La Chine venait de s'ouvrir à l'étranger. Il y avait les changements profonds qui étaient en train de se faire en Chine. Et avec ma femme, on venait de se marier à cette époque-là, et on a décidé de tenter le coup. On a trouvé un boulot à une université à Chengdu, qui est au Sichuan, au plein milieu de la Chine, et on enseignait des professeurs et des étudiants qui se préparaient pour aller faire des recherches à l'étranger. Alors c'était une vie complètement différente et qui nous a changé de routine et de vie complètement. Chers téléspectateurs, on doit aussi vous informer que M. Mulroney parle aussi le néerlandais et le serbo-croate. Félicitations, Monsieur l'ambassadeur. Oh, merci. C'était en fait mon seul regret jusqu'à maintenant en Haïti, c'est de ne pas parler le créole. Je le comprends assez bien maintenant, mais je trouve que sans parler une langue, on n'arrive pas à vraiment comprendre et se plonger dans un pays. Alors on a toujours fait de notre mieux, même en Chine par exemple, de parler au moins le minimum pour faire le marché, pour pouvoir voyager. Mais après, ça fait partie de notre processus dans le corps diplomatique américain qu'on prépare des gens avec des langues. Alors, avant d'aller en Yougoslavie, on a appris le serbo-croate, et avant d'aller aux Pays-Bas, on a appris le néerlandais. Et on a une expérience complètement différente comme ça. Et j'espère avant même la fin de votre mission en Haïti, vous arriverez à parler le créole. Moi, je l'espère vivement. D'accord. En 1981, vous avez décroché votre diplôme en sciences politiques à Harvard University aux États-Unis d'Amérique. On a comme l'impression que vous avez débuté votre carrière en Yougoslavie. Vous étiez aussi en Inde, à Washington DC, à La Haye. Je vois que vous avez affecté en Europe et vous aviez passé 4 ans à Bruxelles, en Belgique. Parlez-nous de cette expérience. Oui, toute l'expérience était formidable pour nous de voir de différents pays, mais d'avoir d'autres expériences diplomatiques aussi dans ces différents pays. La Belgique et Bruxelles étaient un poste particulièrement cher pour nous parce que d'abord j'ai passé une année en tant que diplomate d'échange. J'ai travaillé pour la Commission européenne pendant un an et apprendre une institution de dedans. Et après, pendant 3 ans, j'étais à la mission des États-Unis auprès de la Commission européenne. Ça m'a changé l'expérience complètement pour mieux comprendre comment il marchait et comment travailler avec l'Europe. C'était un moment très excitant en Europe. Ils avaient créé la politique extérieure commune à cette époque-là et j'avais le grand plaisir de le débuter avec eux. L'expérience était enrichissante. Absolument. C'était non seulement de voir comment l'Europe essayait de créer un tout de tous les pays qui existaient déjà, mais de faire encore mieux, de donner du poids à leur politique extérieure, de vraiment rassembler leurs valeurs et tout ce qu'ils avaient à apporter à l'international et le faire d'une façon organisée et efficace. C'était une expérience à voir. Super. Vous aviez travaillé également au département d'État. Dites-nous en quoi consistait votre travail au département d'État
parlementaire en tant qu'assistant directeur du Bureau pour la promotion des droits humains et de la démocratie. Et pendant combien de temps aviez-vous occupé ce poste? Pourriez-vous nous faire un petit bilan? Oui, c'était au Bureau des droits de l'homme et de la démocratie. Et mon bureau s'occupait du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Surtout beaucoup du Moyen-Orient parce qu'on avait un changement de politique envers la région à cette époque-là pour promouvoir des réformes, surtout démocratiques à cette époque-là. Alors j'ai pu non seulement formuler notre politique en ce qui concernait les droits de l'homme et la démocratie pour cette région, mais voyager, et après cela, j'ai été choisi pour être directeur régional pour le Moyen-Orient, pour la promotion des réformes démocratiques. Vous étiez conseiller pour les questions relatives aux réfugiés et à la migration à la mission américaine auprès des Nations Unies à Genève. Comment comprenez-vous la situation des réfugiés syriens actuellement? La situation en Syrie est tragique, et surtout pour les réfugiés. Il y en a 5 millions maintenant dans les pays voisins, et de plus en plus qui essaient d'aller en Europe aussi. Ce qui est tragique dans tout cela, c'est qu'il y a 6 ans, 7 ans, la Syrie était un pays de revenus moyens, avec une belle infrastructure, un peuple bien éduqué, très sophistiqué. Et maintenant, 6 ans après, ils se retrouvent non seulement avec le pays presque détruit, mais ils ont déjà perdu une génération de jeunes parmi ces réfugiés, et le temps qu'il faudra pour reconstruire le pays, ça fera 2 générations de perdus qui n'étaient pas du tout nécessaires. Pour avoir été à un tel poste auprès des Nations Unies, auriez-vous une idée sur la relation haïtiano-dominicaine à ce niveau? Oui, les relations entre Haïti et la République dominicaine, il y a un aspect migratoire comme pour des réfugiés, mais je pense que c'est un peu plus profond que ça. C'est une question de relation entre voisins. Et je dis ça parce que souvent, quand je regarde le problème, les problèmes qu'affrontent les 2 pays, je pense à comment ont été nos relations il y a 50 ans avec le Mexique. On avait des problèmes similaires, migratoires, importation, des choses comme ça. Et quand je vois où on en est maintenant avec nos relations avec le Mexique, ça donne de l'espoir. Mais ce qu'il faut pour faire face à ces problèmes, pour les résoudre, c'est un dialogue continu, calme. Il faut qu'on se parle en tant qu'adultes et en prenant sujet par sujet ce qui est faisable, ce qui est possible. Parce que je pense que pour nous, avec le Mexique, quand ça a changé, c'était le moment où on a réalisé, comme les 2 pays, qu'on avait besoin l'un de l'autre. Et je pense que c'est votre cas aussi. Vous, de toute façon, vous êtes sur la même île, vous n'avez pas de choix d'être voisins, vous êtes là, et je pense que vous avez besoin l'un de l'autre, et vous avez des possibilités d'enrichir l'un l'autre aussi. Et qu'en pensez-vous des élections qui viennent de se dérouler en République dominicaine? Je n'ai vu que des résultats partiels ce matin. Ça avait l'air d'assez bien se dérouler, et ils attendent, je pense, que les résultats définitifs aujourd'hui. Okay. Vous êtes réputé pour un expert des Balkans, du Moyen-Orient, des questions de reconstruction dans les situations d'après-conflit. Vous êtes arrivé en Haïti à un moment où l'on parle encore de reconstruction après le séisme du 12 janvier 2010. Quelle est votre lecture de la situation en Haïti? Je pense que maintenant, en 2016, on se retrouve peut-être où Haïti a été 1 an, 2 ans avant le tremblement de terre. Je pense que la plus grande reconstruction, réhabilitation a été faite maintenant.
mais c'est une question de relancer l'économie, de vraiment mettre Haïti sur une bonne voie de développement. Et pour cela, c'est plus une question de reconstruction, de faire venir des matériels, c'est une question de réforme, de refaire des institutions d'une façon assez fondamentale. Il y a l'état de droit, il y a des réformes clés des lois, du secteur de l'énergie, des choses qui doivent se passer avant qu'Haïti puisse vraiment se remettre sur cette bonne voie. Je pense que Haïti doit faire face à des questions fondamentales, souvent politiques, pour se préparer pour ce relancement économique. Parce que pour créer les boulots, pour l'emploi, les revenus, il faut avoir les institutions en place. Pour ça, il faut s'affronter à la corruption, il faut s'affronter au système judiciaire qui ne marche pas très bien. Il faut montrer aux investisseurs que Haïti vraiment les souhaite le bienvenu et est prête à créer des emplois et prête à travailler. Est-ce que les États-Unis sont prêts à aider Haïti dans cette relance économique dont vous venez de parler? Absolument. Nous avons un partenariat de longue date et un engagement à long terme. Notre engagement est substantiel, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan politique. Nous voyons nos relations comme un vrai partenariat. Un partenariat basé sur un respect mutuel et une responsabilité mutuelle. Nous sommes prêts à investir non seulement financièrement, mais politiquement dans l'avenir d'Haïti. Quand vous voyez nos relations, c'est pas juste, moi je m'occupe des relations entre nos deux gouvernements, mais il faut regarder tout ce qu'il y a au-dessous de cela. C'est les peuples, c'est les échanges de familles. Il y a des millions d'Haïtiens qui habitent aux États-Unis. C'est le commerce, c'est la culture. Les liens sont très très forts entre nos deux pays. Il y a 10% de ce pays qui détient un visa pour aller aux États-Unis. C'est énorme. Alors les relations qui sont la fondation de notre partenariat sont très très fortes. Vous êtes certes prêt à aider Haïti dans cette relance économique, mais est-ce que la situation politique qui prévaut en Haïti ne vous fait pas peur? Ça ne fait pas peur, ça, mais ça nous fait un peu de frustration quand même, parce que cette situation de ce blocage politique dure, si on veut être honnête, depuis plus de 2 ans. On parle depuis le 7 février, mais en fait, même 2 ans avant, la classe politique ne s'occupe que de la politique. Et pour nous, pour aider, pour faire avancer nos relations, il faut avoir un vrai partenaire en face. Et ça veut dire un gouvernement, un président élu, un parlement qui s'occupe de plus que le tourbillon politique. Il y a tellement de défis ces jours-ci en Haïti. Il y a le défi économique, il y a la sécheresse, il y a le Zika, il y a la gourde qui est en pleine chute depuis plus de 6 mois. Et pour vraiment faire face à ces problèmes, nous, les États-Unis et la communauté internationale, nous sommes prêts à le faire, mais il faut avoir un partenaire à plein temps avec nous. Il faut qu'il y ait aussi une certaine stabilité politique dans le pays. Absolument. Okay. C'est pour cela que nous souhaitons voir les élections crédibles et bien aussitôt que possible pour créer cette stabilité. L'ambassade américaine en Haïti a toujours dominé l'histoire politique nationale comme étant l'endroit où nos politiciens viennent chercher, assurer leur pouvoir, ne serait-il pas l'occasion de préciser cela une bonne fois pour toutes, monsieur l'ambassadeur? Oh, je pense que peut-être on exagère un peu le rôle que joue l'ambassade ou l'ambassadeur. Comme je vous l'ai dit,
nous avons des relations de longue date, un engagement profond. Nous considérons Haïti comme un vrai partenaire. Bien sûr, nous sommes non seulement un voisin, mais un très grand voisin. Nos ressources sont considérables. Nous avons de l'influence ici. Mais il faut considérer que, bien que moi, en tant qu'ambassadeur, je visite des politiciens, des hommes d'affaires, etc., Haïti est un pays souverain et nous respectons cette souveraineté. Et c'est à Haïti d'assumer ses responsabilités et nous sommes là pour le soutenir. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes arrivé ici en Haïti en 2015, année où l'on organisait les élections pour remplacer le président Martelly, renouveler la Chambre des députés et les 2/3 du Sénat et bien d'autres événements tels le départ de monsieur Michel-Joseph Martelly sont toutefois passés l'écharpe en présidentielle à un autre président élu. Jusqu'ici, en quoi consiste l'accompagnement de votre pays pour aider le pays à sortir de cette situation à n'en plus finir? Notre accompagnement n'a pas changé, au moins depuis mon arrivée, il y a 8 mois. Ce que nous soutenons, c'est un processus démocratique, un processus, dans ce cas-là, électoral. Et notre soutien est continu. Nous avons vu, comme vous l'avez dit, je suis là depuis 8 mois et c'était 8 mois assez mouvementés. Et nous avons vu que les élections avaient été reportées 1 fois, 2 fois et puis 3 fois. Le changement de président, heureusement, grâce à l'accord de 5 février, qui a permis quand même une transition paisible et qui a évité un vide politique. Notre soutien était pendant toute cette période pour encourager des gens de rester raisonnables, de chercher un compromis qui assurerait un consensus politique. J'espère que, vu les termes et les éléments du 5 février, nous allons voir l'aboutissement de ce processus qui était de compléter les élections de 2015. En tant qu'ambassadeur américain accrédité en Haïti, en quoi consiste votre travail, monsieur l'ambassadeur? Oh, mon travail est vaste, mais il y a plusieurs éléments à mon travail. D'abord, c'est moi, le représentant du président Obama, pour assurer les relations avec le gouvernement haïtien. Alors, j'ai des réunions régulières avec le président, le premier ministre, les ministres, les 2 chambres de parlement, les autres instances judiciaires, etc. Ça, c'est le côté officiel, gouvernement à gouvernement. Il y a un autre côté qui est toute notre programmation d'assistance ici, qui est considérable. 4 milliards de dollars depuis le tremblement de terre. Alors, c'est non seulement d'aller visiter, de voir sur le terrain ce qui se passe, ce qu'on arrive à soutenir, les progrès faits, mais essayer de faire la stratégie pour les années à venir. Quelles seront les priorités? Et finalement, notre grande préoccupation partout dans le monde, dans toutes les ambassades, c'est les citoyens américains et leur bien-être, leur façon d'être bien installé ou en tant que touriste, d'être sûr et en bon état ici. On s'occupe bien de nos citoyens. Ces 4 milliards de dollars proviennent des États-Unis d'Amérique? Oui, depuis le tremblement de terre, on avait un volet de 4 milliards de dollars. Il y avait, je pense que 1,7 milliard d'assistance humanitaire immédiate après le tremblement de terre et 2,3 milliards sur des projets à plus long terme. Et jusqu'ici, vous êtes satisfait de votre travail en Haïti, 8 mois après?
8 mois après, je trouve que selon le jour, parfois j'avais l'impression que ça allait lentement, mais quand je vois que déjà 8 mois sont passés, je vois que ça va vite. Je suis content, autant en tant que le fait que la situation reste assez stable. Ça aurait pu être vraiment, on avait peur après le 7 février que Haïti tombe dans un cycle d'instabilité, et ce n'était pas le cas, mais j'ai hâte de voir le jour où je peux vraiment m'occuper de mes pleines fonctions, vraiment de travailler avec le Parlement, avec un gouvernement sur les questions que j'ai abordées tout à l'heure, des réformes de loi, vraiment des questions économiques. Nous avons des idées et des projets pour aider Haïti à faire des progrès dans certains secteurs. Il y a l'agribusiness, il y a toujours le secteur de textile qui a beaucoup de possibilités ici en Haïti. Il y a des avantages commerciaux qui sont énormes pour les États-Unis et il faut en profiter. Et je pense que malheureusement, à cause de la situation politique, Haïti n'arrive pas à profiter pleinement des possibilités. C'est vous qui avez choisi de venir en Haïti ou on vous a choisi, monsieur l'ambassadeur? C'est toujours un peu les deux sens. Moi, j'étais ravi quand on m'a offert le poste de venir en Haïti. C'est vrai que j'avais pas beaucoup d'expérience, j'avais aucune expérience dans cette région avant, mais quand on m'a approché en expliquant que Haïti était en pleine période d'élection, était en train de bâtir la démocratie après la période des années 80, avait un grand programme d'assistance ici, un côté multilatéral et francophone. J'ai vu ma carrière et j'ai vu le dossier en Haïti et je pense que ça allait très bien ensemble et j'étais très content et bien sûr très honoré que le président Obama m'a choisi comme son représentant. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous connaissez un mot qui fait la fierté des Américains et que vous recommanderiez aux Haïtiens en ce moment difficile de leur politique, de leur histoire politique, disons? Est-ce que je peux tricher et donner 2 mots? Je vais le faire de toute façon. Alors, moi, le mot qui me vient immédiatement, qui est américain et haïtien, je pense que c'est la persévérance. Parce que c'est une question de ne pas lâcher, malgré les problèmes, de rester avec la tâche et de continuer jusqu'au bout. Mais le mot américain qui va avec ça, c'est l'optimisme. Parce que je trouve que c'est ce qui est très spécial chez les Américains. Ils sont bosseurs, ils travaillent, ils ne lâchent pas, mais ils sont toujours optimistes. Ils ont l'impression que s'ils travaillent dur et ils mettent vraiment tout ce qu'ils ont là-dedans, ils vont réussir. Alors, je vois que les Haïtiens, la persévérance, c'est absolument le cas pour les Haïtiens. Mais ce que je vois aussi, les Haïtiens aux États-Unis, ils font les deux. Et ils ont beaucoup de succès. Les Haïtiens, donner les possibilités de réussir, ils réussissent énormément. Ils vous regardent en ce moment. Ah, bon, alors, il faut réussir. Mais c'est ça, je pense que c'est l'ensemble de continuer, ne pas lâcher, persévérer, mais aussi de ne pas perdre l'espoir, être optimiste. Monsieur l'ambassadeur, avant de refermer l'émission, comment voyez-vous le projet de Technogroup Communication SA qui dispose de 3 médias, Radio Pacifique, Télé Pacifique et le Journal Le National? Je trouve que c'est quelque chose qui était très nécessaire dans le pays et le succès que vous avez eu
l'année que vous existez est formidable. Je trouve que d'abord pour le journal national, c'était important d'avoir une deuxième grande voix quotidienne à Port-au-Prince, d'avoir un deuxième journal auquel on peut faire référence. Et je trouve que pendant cette année, le journal s'est établi vraiment comme cette deuxième voie. Et pareil de continuer ça avec la radio et la télévision, c'est très important de donner une autre perspective. Je trouve que vous avez une perspective assez large. Il y a l'analyse que vous faites sur la société, vous abordez des questions très intéressantes. Alors, en une année, c'est beaucoup faire et je vous félicite. Merci. Vous avez un souhait pour toute l'équipe de Technogroup Communication SA en ce moment? Ah, je sais pas. Je trouve que d'après tout ce que j'ai vu, vous êtes sur la bonne voie. Vous savez ce que vous faites et c'est pas à moi de donner des conseils. Alors, au nom de toute l'équipe, je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. Merci encore une fois. Joyeux anniversaire à tout le monde. Et vraiment, c'était un plaisir. Et j'espère que ce n'est qu'un début de conversation. Merci. Madame, Monsieur, c'est ici qu'on met un terme à l'émission d'aujourd'hui. On espère que vous aviez été servi. Une autre édition de l'émission à travers, c'est pour la semaine prochaine. Monsieur l'ambassadeur, merci encore d'avoir été des nôtres. Merci à vous.